La parole à Guillaume qui va nous faire une présentation sur le parcours de soins et la prise en charge globale du malade, pour ne pas dire holistique, son mot favori. Merci beaucoup Patrick. Oui, donc parcours de soins et prise en charge holistique d'une Mickey, en effet c'est un sujet qui m'intéresse pas mal en ce moment. Alors je vais... on appuie sur le petit bouton vert, j'imagine, pour avancer. Je vais d'abord vous présenter les résultats d'une enquête qu'on a coordonnée entre le Craig et une société de consulting qui s'appelle Stargen, grâce au soutien des laboratoires Janssen. Cette étude c'était une enquête qui était chargée d'identifier les besoins à la fois des patients et des gastro-entérologues libéraux dans la prise en charge des Mickey. Je ne vais pas vous donner, donc il y a eu 42 gastro-entérologues libéraux et 45 patients qui ont été interviewés l'année dernière, puis vous avez vu passer au moment des forums, on était passé. Je ne vais pas vous donner tous les résultats de l'enquête que vous allez pouvoir avoir par différents webinars, mais je vais vous donner les 5 enseignements qui nous semblent principaux à retenir. Alors d'abord, les hépatogastro-entérologues et les patients ressentent fortement la nécessité d'améliorer la prise en charge globale au-delà du médicament. Quand vous regardez du côté patient, quand on demande au moment du diagnostic et de la mise en route du traitement, avez-vous été satisfait donc de différents items? Le blanc c'est neutre et puis le bleu c'est je suis très satisfait ou plutôt satisfait. Et vous voyez qu'en gros, globalement, les patients sont assez satisfaits de la façon dont on leur demande leur opinion pour le choix du médicament, les avantages, les inconvénients, on les écoute, les modalités d'annonce du diagnostic. Plus d'un patient sur 2 est satisfait de ça. Par contre, où là, ça pêche, puisqu'il y a moins de 20% des patients qui sont satisfaits, c'est pour la proposition d'accompagnement au-delà du médicament. Qu'est-ce qu'on entend par là? La nutrition, l'activité physique et la régulation des émotions. Donc on voit que c'est là que le besoin est le plus important. Quand on essaie de détailler un petit peu, en effet, les patients et les hépatones ressentent fortement la nécessité d'améliorer cette prise en charge globale. Et quand on regarde les items, les patients disent « Estimez-vous bénéficier de l'accompagnement dont vous avez besoin ?» Vous voyez, on est toujours à moins de 50% quand il s'agit du coaching en santé. Et oui, il faut qu'on devienne des coachs. Le problème du sevrage tabagiste pour les aider, de l'activité physique, du soutien psychologique. Il n'y a que l'alimentation où globalement, un patient sur 2 estime qu'on a écouté ses besoins. Alors, pour y pallier, qu'est-ce qu'on fait, nous les médecins? On oriente nos patients vers des sources d'information, mais vous allez voir, ce qu'on constate, c'est que le patient va ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On leur donne plus d'une fois sur 2 des documents papier qui nous sont fournis par l'industrie pharmaceutique, donc du papier. Et puis on leur donne des sites internet, l'AFA dans 80% des cas, le site du CREG dans 80% des cas et le site du GTED. Et qu'est-ce que font les patients? Les sites internet qu'on leur donne, le CREG et l'AFA, moins d'un patient sur 2 y va. Les papiers, 5% des patients disent qu'ils vont sur les supports papier qu'on leur donne. Par contre, ils vont sur les forums de discussion et les réseaux sociaux. Donc, ils vont vers des systèmes, vers ces réseaux sur lesquels on n'a aucun impact et on ne contrôle rien dans ce qui est fake news et tout ça. Voilà. Donc, ce qu'on leur propose, c'est pas là qu'ils vont. Donc, on a un vide et il faut qu'on l'occupe. Alors, en effet, le gros problème, on le connaît, c'est que l'organisation actuelle de notre prise en charge, le système de santé actuel ne permet pas à l'hépatogastro-entérologue de proposer cet accompagnement qu'on appelle holistique. Les patients nous disent, d'abord les médecins disent, quand on leur dit « Avez-vous assez de temps pour écouter vos patients ?» 75% disent non. Ensuite, le patient « Avez-vous eu l'accès à l'éducation thérapeutique ?» 16% disent non. Souhaitez-vous, les médecins, souhaitez-vous que vos patients puissent accéder à un accompagnement en ligne? Oui, ils disent oui, je veux. Les médecins, quand on leur dit est-ce qu'il faut que vous puissiez avoir des protocoles comme en cancérologie où il y ait des parcours de soins qui soient protocolisés, ils disent globalement oui. Alors, il n'a pas le temps. Est-ce qu'il est prêt à déléguer l'hépatogastro-entérologue? Ça, c'est intéressant. On voit qu'il est prêt à déléguer à la fois à des humains, c'est-à-dire à des coachs, à des nutritionnistes, à des psychologues et des outils digitaux, mais pas pour tout. Il est prêt à déléguer pour du coaching. Ok, il ne peut pas être un coach pour tout. Il est prêt à déléguer le soutien nutritionnel, le soutien psychologique, l'information du patient par un infirmier, la consultation d'APA pour le suivi. Par contre, là, le gros message, vous voyez que ça éclaire tout de suite, c'est non.
le médecin ne veut pas déléguer la consultation d'annonce. C'est notre expertise, c'est là que c'est notre raison d'être. On ne peut pas déléguer la consultation d'annonce. Et moi, je m'insurge quand l'AFA nous dit qu'ils ont mis un super système sur, je sais pas trop quoi, leur site de consultation d'annonce. Non, c'est notre boulot d'annoncer une Mickey. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme contenu un peu digitalisé? Il y a des contenus existants pour essayer d'accompagner les patients, mais le problème, c'est que les médecins ne les connaissent pas. Donc, c'est ce qu'on voit. Votre gastro-entérologue vous a-t-il proposé un outil, une apps pour un suivi à distance? Ben non, dans 70% des cas. Utilisez-vous un outil ou une apps pour votre maladie? Les malades disent non dans 92% des cas. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas d'argent. Il y a plein d'apps qui ne sont pas faites par des médecins, mais il y a de l'argent. Donc on n'a pas eu besoin des médecins pour créer des apps en santé, en bien-être, parce qu'il y a de l'argent. Mais par contre, dans des maladies, il n'y a pas d'argent, donc il n'y a pas d'app. Donc, en pratique, qu'est-ce qu'on conclut? L'accompagnement devra combiner des interactions présentielles et en distanciel pour répondre aux attentes des patients et mieux gérer les événements intercurrents entre deux consultations. Les patients ont besoin de nous contacter entre deux consultations. Alors, là où on est, on veut bien déléguer les médecins, mais par contre, on veut que ce soit des informations scientifiquement validées. On veut bien qu'il y ait une délégation de cette prise en charge globale, mais on veut que ce soit validé. C'est pour ça qu'avec l'Ivodoc, on a réuni son conseil scientifique récemment, là en novembre, dans lequel vous avez pas mal de noms connus, Perrin Biroulet, Buterne, des rhumatologues, des professeurs de rhumato, Dayen, voilà, et Stéphanie Viennot qui est au CREG. Et donc, on a voté des recommandations de cette prise en charge globale. Qu'est-ce que la science nous dit? Alors, c'est un peu discordant, vous verrez, avec ce qu'a dit Didier Chausse, parce que en micronutrition, ils vont dans la personnalisation. Alors que nous, on est dans des recommandations scientifiques validées par des grandes études. On se base que sur ce qui est validé scientifiquement. Alors, on va aller très vite, vous verrez dans le livre d'Hegel de ce mois-ci, c'est détaillé. Donc, je vais essayer de surfer un petit peu parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on dit en nutrition? On dit ce qui est très important, c'est que pour toutes les Mickey, il faut qu'on ait une évaluation de l'état nutritionnel au moment du diagnostic et au cours du diagnostic. Ensuite, il faut impérativement savoir ce que mange votre patient. Est-ce qu'il prend des aliments ultra transformés? Est-ce qu'il n'en prend pas? Et puis, ceux qui sont en surpoids, il faut absolument les accompagner dans une perte de poids. Ensuite, vous avez une Mickey qui est en poussée, qui a une maladie active non compliquée. Vous savez que les nouvelles recommandations, enfin non, vous ne le savez pas parce qu'elles ne sont pas encore publiées, mais il y a un énorme truc qui arrive, c'est que les nouvelles recommandations européennes, les recommandations EPSEN de la Société européenne de nutrition, disent pour la première fois, chez les patients adultes, un régime d'exclusion de la maladie de Crohn, vous savez, ce fameux Crohn Disease Exclusion Diet qui est prôné par les Israéliens, le CDED, peut être envisagé avec ou sans, c'est ça qui est important, nutrition entérale en traitement de la maladie de Crohn active légère et modérée. Ça, c'est de la bombe, ça. Un traitement purement nutritionnel dans la maladie de Crohn, sans biothérapie. Alors nous, on a dit, non, on ne le recommande pas pour l'instant, on est des scientifiques, on ne se base pas sur une seule étude, surtout quand cette étude, je vous la présenterai tout à l'heure dans les nouveautés, il y a 20 patients dans chaque bras. Mais quand même, c'est quand même vachement intéressant, donc il faut réfléchir et surtout, qu'est-ce que ça permettrait si vous utilisez ça à un moment donné et que votre patient est répondeur? C'est quand même génial parce que vous avez réussi à détecter les patients répondeurs à une stratégie nutritionnelle. Tout le monde n'est pas répondeur à une stratégie nutritionnelle. C'est comme tout le monde n'est pas répondeur à un type de traitement. Donc, si le patient est répondeur à une stratégie nutritionnelle, ça peut vouloir dire qu'après, vous pouvez embrayer sur une stratégie nutritionnelle au long cours. On va le voir avec ce fameux régime méditerranéen. Le deuxième point sur lequel, par contre, on a validé, c'est que cette alimentation CDED, elle a probablement une place en stratégie alimentaire complémentaire associée aux biothérapies. Vous avez une stratégie qui a une efficacité anti-inflammatoire, qui n'est pas toxique, qui est non médicamenteuse, ce qu'on appelle les biothérapies non médicamenteuses, d'accord? Eh bien, vous optimisez votre traitement. Donc là, même s'il n'y a pas de dénutrition, on pense que c'est intéressant à utiliser, mais qu'il faut faire des études. Alors ensuite,
votre maladie, elle est contrôlée, votre Mickey est contrôlé, vous êtes hors situation de poussée, il n'y a pas de signe fonctionnel. Là, clairement, on a validé, comme l'ont fait les rhumatos, ils l'ont fait eux par leur Société française de rhumatologie, une alimentation de type méditerranéen, saine et équilibrée, pourrait être proposée aux patients atteints de Mickey en raison des bénéfices anti-inflammatoires et cardiovasculaires. On a conseillé aussi une alimentation un peu supplémentée en oméga 3 pour les patients, c'est validé pour la RCH et pour les gens qui ont des manifestations extra-articulaires des Mickey en général. Par contre, très important, ça on va contre tous les Instagrammeurs et influenceurs, le régime sans gluten, en l'absence bien sûr de maladie cœliaque confirmée, le régime végétalien, l'éviction des produits laitiers ne devraient pas être proposés pour le contrôle de l'activité des Mickey. Hors poussée, on conseille pour aller vers ce régime méditerranéen sain et équilibré d'utiliser un carnet alimentaire. Alors ensuite, point important, on a plein de malades qui ont une Mickey contrôlée mais qui ont encore des signes fonctionnels intestinaux. Donc là, aussi changement de stratégie, on recommande, mais vous savez que c'est comme les TFI en général, d'aller en premier lieu vers une alimentation de type méditerranéenne parce qu'on sait que il y a une étude notamment qui montre que quand on compare régime méditerranéen et régime sans FODMAPs, efficacité pareille. Donc pourquoi mettre les gens dans un régime contraignant alors qu'on peut commencer par une alimentation saine et équilibrée méditerranéenne qui est aussi efficace. Par contre, il faut l'associer d'emblée à un programme de gestion du stress et des émotions pour jouer sur l'axe intestin-cerveau. Et ce n'est qu'en cas d'échec ou de surcroît, si vous estimez avoir des triggers, c'est-à-dire des déclenchements alimentaires individuels, que vous allez pouvoir tester une alimentation sans lactose, sans FODMAPs. Par contre, le conseil scientifique a refusé que le régime sans gluten soit un test thérapeutique. Alors, le jeûne médicalisé, bon, c'est très à la mode, on a été obligé de se positionner là-dessus. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit, c'est pas une recommandation. On ne peut pas recommander à quelqu'un qui a une Mickey de faire un jeûne médicalisé. Par contre, ça mérite d'être évalué parce qu'il y a quand même pas mal de data qui nous poussent à évaluer ça. Les patients doivent nous en parler, on ne doit pas être fermé. Et s'ils doivent effectuer une telle démarche, il faut qu'elle soit sous surveillance médicalisée, en cas de maladie inactive stabilisée sous traitement, avec une évaluation préalable de l'état nutritionnel. Et surtout, ça doit s'intégrer dans une prise en charge holistique, ça veut dire être dans la nature, avoir des régulations émotionnelles, c'est-à-dire type yoga ou ainsi de suite, une activité physique et avoir surtout un objectif de changement des habitudes au long terme en nutrition, en activité physique adaptée et en régulation du stress et des émotions. Par contre, alors là, ça va aller un petit peu contre ce que nous a dit Didier, mais les compléments alimentaires, pour l'instant, on n'a aucune donnée chez quelqu'un qui n'a pas de carence micronutritionnelle pour lui conseiller une stratégie micronutritionnelle. C'est quelque chose qui est du domaine de la personnalisation thérapeutique sur lequel, pour l'instant, on n'a pas de données scientifiques. Donc, ce qui veut dire que si vous n'avez pas de carence, il n'y a pas d'indication pour des supplémentations vitaminiques ou en oligo-éléments. Pareil pour les probiotiques. Par contre, il y a certains suppléments, safran, cannelle, ail, gingembre, sésamine et concentré de grenade. Ça pourrait avoir un effet bénéfique sur l'activité de la Mickey, mais pour l'instant, on n'a pas assez d'études. Deuxième point, l'activité physique adaptée. Là aussi, vous devez, pour tous les patients, avoir une évaluation individuelle de son niveau d'activité physique. Vous devez rechercher une dénutrition, une sarcopénie et des carences en micronutriments. Chez tous les patients, vous devez mettre en place une stratégie d'entraînement en endurance. Et il faut aller au-delà de l'endurance, c'est-à-dire que vous devez les mettre dans des techniques de mobilisation des fascias par les automassages et du renforcement musculaire chez tous vos patients, adapté bien sûr à son état de sarcopénie éventuelle. Alors, voilà les recommandations en gros qu'on prône, c'est 3 à 5 fois par semaine de l'activité physique. Il faut être dans de l'activité physique modérée, ce qui veut dire entre 60 et 80% de la fréquence cardiaque maximum, 30 minutes au moins à chaque séance. Si possible, faire des activités en groupe, ça augmente la motivation et donc j'insiste sur ce mélange entre des activités d'endurance et des activités en résistance. Alors oui, on a voté à l'utilisation des objets connectés. C'est quoi pour nous la base des objets connectés? Il faut vérifier son IMC, utiliser le nombre de pas avec au départ 5 à 6 000 pas par jour et si possible aller aux 10 000 pas par jour, monitorer sa fréquence cardiaque et sa fréquence cardiaque maximum et monitorer
le sommeil. Vous savez, vous allez voir l'année prochaine, il y a énormément d'études qui qui démontrent que le sommeil, l'altération du sommeil est un facteur de micro-inflammation et qu'à lui seul, il faut corriger le trouble du sommeil. Troisième volet de notre trépied du vivant, la régulation des émotions. Alors là-dessus, ça c'est les psychiatres qui ont vraiment insisté là-dessus. Ils nous ont dit, vous avez 20 à 30% de vos patients qui ont un syndrome dépressif ou une anxiété sévère, vous ne les détectez pas et vous ne les traitez pas correctement. Donc, on ne peut pas déléguer à des applications digitales des patients dépressifs avec des anxiétés sévères. Donc, il faut faire des scores, parce qu'on ne sait pas, nous, ce n'est pas notre métier, il faut faire des scores de détection de l'anxiété sévère et de la dépression. Le score qui est reconnu par tous les psychiatres, c'est le score HADS. Vous le connaissez, il est dans toutes les études, il est extrêmement simple à faire, il faut qu'on le fasse faire à nos patients. Donc on a voté ça, il faut utiliser ce score. Si vous ne l'utilisez pas, eh ben faites au moins l'item de l'IBD-DISC anxiété avec ce cutoff de 7 sur 10. Donc vous avez des cutoffs. Si vous êtes à plus de 7 sur 10 ou si vous êtes à un score global d'HAD supérieur à 15 ou un sous-score supérieur à 11, eh bien, vous devez envoyer votre malade chez le psychiatre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en faisant ça, vous allez détecter, vous savez qu'il y a une surreprésentation dans les Mickey de ce qu'on appelle les troubles de stress post-traumatique. Bon, bien sûr, les violences sexuelles, mais il y en a d'autres. Et les gens qui ont ces troubles de stress post-traumatique ont généralement des scores d'anxiété et de dépression élevés. Donc vous allez détecter et leur permettre d'avoir accès à des prises en charge spécialisées de type EMDR et tout ça par la réalisation de ce score et par l'envoi au psychiatre. Si jamais vous avez un score correct ou que vous avez un IBD-DISC inférieur à 7, il faut envoyer tous vos patients dans des problèmes de régulation du stress et d'amélioration des symptômes anxieux. On le recommande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au moins de la cohérence cardiaque ou des programmes de méditation, d'hypnose ou de thérapie d'activation de la conscience. Et il y a des outils digitaux qui peuvent être facilitateurs si vous n'avez pas accès, et ça coûte cher, à des psychologues. Alors, pourquoi on insiste beaucoup là-dessus? Moi, j'ai été très interpellé par cette étude qui a été présentée à l'UGW cette année dans laquelle Laurent Perrin-Biroulet participait. Mais c'est une étude internationale qui a été faite dans, je crois, il y avait 25 pays, et où ils ont demandé à des patients, vous savez, ce qu'on reproche beaucoup à tous les scores de qualité de vie, c'est que notamment, c'est des médecins qui ont décidé pour les patients quels étaient les items, et surtout, c'est très basé sur le handicap. Or, on ne veut pas que nos Mickey aient des handicaps. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'ils aient une vie normale. Donc, on a demandé aux patients dans tous ces pays quels étaient les items de vie normale. Et voilà ce consensus. Et vous voyez que pour au moins 10 facteurs, pour la vie normale, il y a énormément de facteurs psychosociaux, donc les relations avec la famille, les amis, la sexualité, ensuite les items psychologiques, la résilience, la confiance en soi, le fait d'être autonome dans sa prise en charge, bien sûr la qualité du sommeil, la fatigue, le fait d'être bien au niveau corporel. Vous voyez bien que tous ces items-là, ce n'est pas avec le médicament que vous allez y arriver. Donc la prise en charge au-delà du médicament est indispensable, si vous voulez que vos patients aient accès à ce qu'on appelle une vie normale. Alors voilà, donc le vote final finalement de notre conseil scientifique, on était tous d'accord pour voter ça, c'est qu'il est important, même indispensable, d'avoir un accompagnement médicalisé au-delà du médicament en 2023, ce qu'on appelle le trépied du vivant, c'est-à-dire la nutrition, l'activité physique et la régulation. Pourquoi ce trépied? Parce que tout est lié, je ne vais pas vous faire le détail, mais vous réfléchirez. Et donc, le fait de s'occuper de ce trépied permet en satellite de traiter le sommeil, les capacités de résilience des individus, la fatigue, la confiance en soi, l'arrêt du tabac. Et on pense qu'il faudrait qu'il y ait des consultations dédiées où on prenne du temps et on ne s'occupe que de ça, au moins une consultation au début qui soit dédiée à cette prise en charge au-delà du médicament. Alors bien sûr, vous me connaissez, je suis un geek, j'adore le digital. C'est pour ça qu'on s'est lancé dans cette application qui s'appelle DocLivy, qui est finalement c'est une application et une plateforme qui permet cette prise en charge donc en nutrition, en activité physique et en régulation. Vous avez non seulement de l'information, mais vous allez avoir en début d'année prochaine des programmes d'hypnose qui vont emmener le patient sur 3 mois pour lui arriver à des techniques d'auto-hypnose pour qu'il puisse se prendre en charge et diminuer son stress et son anxiété.
Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Guillaume. Bon, on n'a pas trop le temps, mais ça reste ouvert à la discussion. Alors là, il vous a mis une couche de plus parce qu'il fallait s'occuper des malades et de la rémission et des objectifs. Et là, en plus, il faut s'occuper de la prise en charge globale. Donc, il faut voir la psychologue, diététicienne, l'APA. Enfin, c'est beaucoup de choses. Voilà, donc ça, donc c'est compliqué. Donc soit il faut effectivement s'organiser, avoir un réseau de professionnels, soit réfléchir à un parcours de soins au sein de sa clinique, ce que j'ai fait moi, ce que certains ont fait, soit discuter effectivement d'utiliser des plateformes qui peuvent rendre service. Mais c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de l'intégrer dans la prise en charge des malades parce que c'est pas remboursé tout ça, quoi. Ouais, mais on est obligé de s'en occuper. Voilà. Donc vous choisissez les outils, vous choisissez ce que vous voulez, mais on est obligé de consacrer du temps à ça. Voilà, c'est un impératif. Moi, je vous invite à réfléchir au parcours de soins aussi, voilà, parce qu'il y a des financements possibles. Et donc, voilà, il faut que vous réfléchissiez quand vous avez des grosses structures, des cliniques, vous pouvez faire des parcours de soins, vous intégrez tous ces gens pour prendre en charge les malades, parce que souvent, ces ressources, elles sont présentes dans les cliniques, et c'est une façon de les utiliser différemment. Voilà. Après, si vous n'avez pas les moyens, je pense qu'effectivement, aussi les patients ne veulent pas, avoir des plateformes numériques, c'est aussi une autre alternative intéressante. Bon, je vais pas appeler. Ouais. On va enchaîner parce qu'on a un peu en retard. Ok. Allez. Je te laisse conclure si tu veux. Non, mais je pense qu'on en a. Tu voulais dire quelque chose? À toi. Je vais donner la parole à Jérôme parce qu'on est un peu en retard.